la recherche et l'innovation, donc un volume financier considérable par rapport à ce qu'on a pu connaître sur le sujet phyto ou d'autres sujets. Il y a un deuxième axe qui est accélérer le déploiement des solutions agroécologiques l'exploitation. C'est aussi le gros enjeu parce qu'au-delà d'avoir des solutions, il faut les déployer, favoriser la massification. Il y a des mesures qui ont été prises sur le plan 2030 pour pouvoir faire ça. Vous avez peut-être entendu parler de la mesure PRAM, prise de risque amont-aval pour la massification, qui cherche justement à mettre au centre des opérateurs tels que les coopératives, par exemple, qui capitalisent sur défis, pour essayer de approcher en fait les innovations du terrain. Il y a un axe sur mieux connaître et réduire les risques pour la santé et pour l'environnement. Il y a un axe sur lequel je vais revenir, qui est l'axe recherche, innovation, formation et agir éco-plutôt, embarqué par cet axe aussi. Et puis un dernier axe, territorialisation, gouvernance et évaluation. Alors, ce que je voulais dire avec cette slide, c'est que, je l'ai rappelé, il y a beaucoup de mesures, en fait, et de dispositifs qui gravitent dans l'éco-phyto. Donc, agir éco-phyto n'est pas du tout tout seul. Il est une composante par rapport à un grand mur de briques où il y a plein de briques partout. Et donc, il ne faut pas hésiter à regarder comment ça peut venir s'articuler finalement avec ces autres briques. On sera là pour pouvoir aussi faire en sorte de créer ces connexions et d'essayer de capitaliser sur l'ensemble des dispositifs qui sont à votre disposition. C'est bien. Ça a marché la première fois, mais ça n'a pas marché la deuxième fois. Donc, Agir Éco-Phyto, je le disais, c'est embarqué par l'axe 4, recherche, innovation, formation, qu'on présente aujourd'hui. Et donc, cet axe 4, il est piloté par plusieurs directions des différents ministères que j'ai cités qui copilotent la stratégie Éco-Phyto 2030. Donc, il y a nous pour la DGER, mais on est aussi accompagné de collègues du CDD pour le ministère de la Transition écologique, de la Direction générale de la santé pour la santé, et puis la Direction générale de la recherche, d'innovation, côté ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'ambition de l'axe 4, qui est un nouvel axe par rapport au précédent plan Éco-Phyto. Avant, dans le plan Éco-Phyto, il y avait un axe recherche et innovation et le bout enseignement, formation était ailleurs sur le plan. Là, on a créé un axe qui fait un continuum entre recherche, innovation, formation. On va essayer de faire en sorte de rapprocher, d'articuler ces différents volets pour pouvoir faire en sorte notamment que la formation, finalement, soit aussi un levier, profite de la recherche-innovation pour pouvoir, évidemment, se ressourcer, mais aussi, du coup, soit en elle-même un levier de diffusion de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques. Et donc, on va s'appuyer évidemment sur l'enseignement agrotechnique, mais aussi sur la formation continue, sur l'enseignement supérieur. Donc, Agir Éco-Phyto, c'est notre vaisseau pour l'enseignement agrotechnique en particulier, et d'autres projets qui pourront venir s'y associer. Mais on aura aussi des actions et des mesures propres à l'enseignement supérieur et puis à la formation continue. On s'appuie sur une gouvernance qui est tripartite. Elisabeth l'a cité, on a un comité scientifique qui s'appelle le CSO ERI, historiquement, pour recherche et innovation, qu'on rebaptise aujourd'hui CSO ERIF, avec le F pour formation, évidemment. Et donc, il sert à orienter stratégiquement l'axe 4, à définir une programmation de laquelle fait partie Agir Éco-Phyto, et qui va suivre les projets qui sont lancés, et donc le CSO ERIF, qui va être renouvelé en 2026, avec une composante de formation qui sera beaucoup plus forte à l'intérieur, sera amené à pouvoir suivre et accompagner le projet Agir Éco-Phyto dans sa gouvernance. Et je te passe la parole pour la suite. Merci Antoine. Donc Marion Laude, moi je suis l'adjointe du Bureau du développement agricole et des partenariats pour l'innovation à la DGER, donc un des 3 bureaux avec celui d'Antoine au sein de la sous-direction de la recherche, de l'innovation et de la coopération internationale. Dans le bureau que je pilote, en fait, donc on a 2 grands pans, en fait, le plan EPA2 qui devient EPA3 et dont je vais vous reparler, et puis aussi donc une partie des fonds CASDA. Et puis on suit aussi les exploitations d'enseignement agricole, essentiellement public, mais aussi un peu vers le privé. Et on le fait grâce à un réseau d'animateurs thématiques qui s'appelle Réseau Thème, dont est issu Vincent Giano, qui se trouve ici. Et on accompagne aussi donc les EPL sur des dispositifs qui s'appellent chefs de projet et projets de développement et qui sont donc suivis depuis cette année par Audrey Demonel qui est venue avec moi, qui est du coup la nouvelle chargée de mission du bureau. Et évidemment, on ne suit pas ces actions seules puisqu'on les suit en particulier avec les gens de la Bergerie nationale. Juste quelques mots en fait pour vous dire que le projet Agir, en fait, au-delà de la stratégie Éco-Phyto 2030, il va pour nous aussi venir s'inscrire dans les différentes déclinaisons de la LOSARGA. Donc la LOSARGA, donc la loi d'orientation
pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Donc, c'est une loi importante qui a été promulguée en mars 2025. Elle a différents pans qui irriguent toute l'agriculture, mais spécifiquement pour l'enseignement agricole, cette loi elle est importante pour nous parce qu'elle donne une 6e mission à l'enseignement agricole. Donc, l'enseignement agricole en avait 5, notamment formation, coopération internationale et développement et animation des territoires. La 6e mission, elle incarne complètement les transitions et on parlera notamment des transitions climatiques et environnementales. Et donc, en fait, les projets qu'on va mettre en place à partir de maintenant dans l'enseignement agricole permettront aussi d'appuyer, en fait, la mise en œuvre concrète de cette 6e mission. Et donc, au niveau du bureau et pour la DGR de manière générale, ça va s'incarner notamment par le plan EPA3. Je veux bien qu'il passe à la suivante, s'il te plaît. Donc, EPA3 pour enseigner à produire autrement, donc qui prend la suite des plans EPA1 2014-2018, EPA2 2020-2024. Donc, c'est un plan qu'on essaiera de lancer à partir de septembre 2026 et qui ira pour horizon aussi septembre 2030. Ce plan, en fait, va permettre de servir 3 objectifs de politique publique. Assurer le développement des connaissances et des compétences en matière de transition climatique et environnementale. Donc, vous voyez tout de suite le lien 6e mission. Renforcer la contribution de l'enseignement agricole à l'animation et au développement des territoires. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, qu'on va amplifier. Et contribuer au développement, à l'expérimentation et à l'innovation agricole et agroalimentaire. Typiquement, le volet expérimentation, Antoine vous en a parlé tout à l'heure. Donc, on s'inscrit complètement dans ce 3e objectif de politique publique. Ça se concrétise en fait en 5 objectifs de programme qui vont s'appuyer sur les réalisations d'EPA1 et d'EPA2. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas tout ce qui s'est fait. Par contre, on va largement s'appuyer sur les réalisations et notamment les dernières réalisations de PA2 et l'évaluation. Donc, vous allez retrouver dans les objectifs de programme ce que je viens de citer en termes d'objectifs publics, donc notamment le fait qu'on va faire en sorte vraiment que les apprenants puissent disposer d'un socle de compétences et de connaissances sur les transitions environnementales et climatiques, de manière à continuer à former des jeunes à la fois agriculteurs, mais aussi conseillers, responsables de COP, etc., qui soient complètement capables de s'investir dans ce monde agricole aussi qui évolue, et notamment donc, au regard de la transition climatique et environnementale. Donc, on a plusieurs volets sur les transitions. Et puis, on a aussi la nécessité de conforter le rôle des exploitations de l'enseignement agricole, justement par rapport à ces transitions et notamment via la partie démonstration-expérimentation. Enseigner à produire autrement, donc on travaille autour de 3 axes. Un axe sur les apprenants. Donc là, on redit, il faut que les apprenants acquièrent les connaissances et compétences en matière de transition. Ensuite, on s'appuie sur les exploitations agricoles et les ateliers technologiques en les confortant dans leur triple fonction. Donc, la triple fonction, je le rappelle, production, formation, expérimentation, sachant qu'on renforce encore le volet formation, c'est-à-dire à l'appui pédagogique. Et puis, le 3e volet qui est un peu plus large, donc institutionnaliser le volet compétences en matière de transition. Ça veut dire aussi donc, des plans autour de la communication et quelque chose d'assez fort qui était sorti de l'évaluation de PA2, c'est qu'on va faire en sorte de faire beaucoup plus attention dans le PA3 au volet, au levier régional, notamment via les SRFD, via les chargés de mission en SRFD, de manière à ce qu'on ait vraiment une incarnation du plan au plus près des territoires. Donc, ce futur plan, il est en train de se construire. On a réuni déjà un groupe stratégique au mois de novembre. On va réunir des groupes de travail. Et par ailleurs, en fonction de la place que vous pouvez éventuellement avoir, par exemple, je pense au référent EPA2, on va aussi les emmener avec nous sur des réflexions autour de PA3 de manière à avoir un plan qui soit opérationnel en septembre 2026. Le lien, du coup, entre ce grand projet Agir Ecophyto et la 6e mission et EPA3, en fait, c'est que, du coup, ça permet de donner une direction globale, c'est-à-dire qu'on continue à faire en sorte que, notamment les exploitations d'enseignement agricole, travaillent autour de ce volet expérimentation dans la recherche de solutions pour que derrière se mette en œuvre cette transition environnementale et climatique et qu'on puisse faire ce qui est attendu.
Et donc pour terminer, ça a été rappelé, on sait bien que l'Agir Ecofito, ça vient finalement de loin. Il y a eu l'Action 16, Ecofito et Ecofito Terre. Donc la question, c'est aussi comment Agir Ecofito constitue un pas en avant par rapport à ce passé, comment on capitalise sur ces expériences précédentes pour pouvoir avancer encore. Et puis, je l'ai déjà dit, mais donc c'est la mesure phare de l'axe 4 pour l'enseignement technique. Donc, on est évidemment attentif à accompagner au mieux cette perspective-là. Les quelques attentes qu'on avait par rapport à Agir Ecofito dans le cadre global de la stratégie Ecofito 2030, qu'on a déjà un peu connu en filigrane, c'est aussi donc poursuivre et consolider la voie ouverte par Ecofito Terre sur l'alliage entre expérimentation et projet pédagogique, évidemment. C'est aussi ce qu'on a beaucoup apprécié dans le projet, c'est de pouvoir faire d'agir un pas en avant vers la massification d'une dynamique Ecofito dans l'enseignement agricole. Aujourd'hui, on a quelques établissements qui sont rassemblés, évidemment, tous ne sont pas présents en enseignement agricole public, mais on espère que votre exemple, entre guillemets, et puis surtout vos réalisations vont permettre de faire effet boule de neige, de donner des ressources et des clés pour déverrouiller d'autres endroits la possibilité de s'investir vers les objectifs d'Ecofito. Le troisième point, c'est, je l'ai aussi un peu dit en filigrane, c'est faire d'agir un lieu d'opérationnalisation des connaissances et d'alternatives qui sont issues de la R&D. On s'attend à ce que l'enseignement agricole en fait, puisse bénéficier finalement des dernières connaissances acquises par la recherche et l'innovation. Il y a beaucoup de projets de recherche qui ont été lancés récemment et qui sont en cours. Donc, les dynamiques sont à mettre en parallèle et à relier. On espère que vous allez pouvoir au maximum mobiliser des ressources qui sont proposées par ces projets de recherche, que ce soit le volet R&D et Copito de l'axe 4. Comme vous l'avez compris, il y a un volet R&D en plus du volet formation. Il y a ce partenariat que j'ai évoqué, pareil, qui engage d'énormes moyens sur la recherche et l'innovation et qui produit beaucoup de choses et qui est tout à fait disposé évidemment à les mettre à disposition. Historiquement, vous connaissez le réseau défi, que ce soit le volet défi XP, le volet défi ferme. Voilà, donc toutes ces ressources qui peuvent vous aider à la fois pour la phase de diagnostic, afin de se dire comment on cadre la problématique, quelles sont les solutions qu'on peut avoir envie de tester, et puis du coup aller rechercher de l'expertise ou des supports qui vous permettent de mettre en œuvre toutes ces réflexions. Le dernier point, c'est de faire en sorte qu'Agir contribue à la dynamique de territorialisation des COFITO. Vous avez vu, il y a un axe 5 territorialisation qui est en cours. En fait, toutes les régions ont été mobilisées pour produire un diagnostic sur tous les aspects, économiques, recherche, filière, etc., pour pouvoir réfléchir à la territorialisation des COFITO. On pense qu'Agir peut justement, via le cadrage territorial que vous allez faire dans chaque établissement, permettre de prendre en compte les spécificités propres à chacun des territoires et puis aussi, du coup, à associer les agriculteurs ou les acteurs économiques qui les environnent de façon à favoriser le déploiement des solutions que vous allez travailler ou que vous travaillez dans un cadre plus large des COFITO. Donc, on pense que ça peut être un levier de diffusion de ces innovations. Voilà, je crois que je passe la parole, Fleur, à moins qu'il y ait des questions. Merci encore, en tout cas, pour votre investissement. Déjà, un grand merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, en présentiel et puis en visio aussi pour ce lancement de projet. Voilà, on est très contents de lancer ce projet tous ensemble. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ce que je vais vous présenter, mais je vais faire quand même une présentation synthétique, notamment pour les personnes voilà, qui ne seraient pas encore familières du projet. Je ne vais pas revenir sur... donc déjà, je me suis pas présentée. Fleur Meillet, donc je suis chargée de mission à la Bergerie nationale et je serai chef de projet pour Agir Ecofito. Je ne vais pas revenir sur l'historique du projet Ecofito, voilà, qui ont été notamment pilotés par la Bergerie. Ça a été mentionné précédemment. Ce que je vais mentionner, par contre, c'est un peu la façon dont on est arrivé à une configuration de travail qu'on souhaite développer dans des projets qu'on mène actuellement et notamment dans Agir Ecofito. En fait, l'expérience de ces projets ainsi que des échanges qu'on a eus avec voilà, des professionnels du conseil agricole nous ont conduit à nous apercevoir qu'il y avait vraiment des problématiques qui étaient similaires en termes d'accompagnement entre les conseillers agricoles et les enseignants et que ceux-ci, en fait, rencontraient voilà, des questions qui étaient assez semblables en termes d'accompagnement, les uns des agriculteurs et puis les autres des
des apprenants. Et donc, on est arrivé à un prototype de configuration qu'on souhaitait mettre en place et qui a été amélioré par la suite et que Christian vous présentera plus tard. Mais l'objectif à ce moment-là, c'était de pouvoir mettre en travail des collectifs, en fait, avec un EPL, un groupe d'agriculteurs, des agriculteurs et puis des conseillers, et de pouvoir concevoir ensemble une situation de travail qui pourrait permettre de faire travailler les jeunes sur une question territoriale qui serait concrète et qui serait vraiment localisée. Donc on est parti de ça. Concernant les objectifs d'Agir Ecophyto, donc ils ont été largement co-construits avec la DGER, et puis au fur et à mesure des entretiens qu'on a eus avec vous et puis avec d'autres acteurs. Donc il y a vraiment trois objectifs principaux. Donc, le premier, ça va être un objectif essentiellement technique, d'expérimentation. Donc, expérimentation sur la durabilité des agroécosystèmes. Donc, ça va être de démontrer par des essais ou des expérimentations que c'est possible de réduire ou d'éliminer l'utilisation des produits phyto. Le deuxième objectif, qui est un objectif qui est lié à cette configuration de travail que j'évoquais précédemment, ça va être de pouvoir mettre en relation des apprenants, des enseignants, des exploitants agricoles, des conseillers agricoles et de se poser ensemble pour se demander quelles sont les questions qui nous occupent et pouvoir mettre les jeunes en travail à partir de situations, problèmes territorialisés qu'on aura construits ensemble. Le dernier objectif, donc, tente de répondre à cet objectif de massification d'essaimage. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on passe d'un petit nombre d'établissements qui vont être accompagnés, donc vous êtes 9 établissements, à un nombre plus grand, et idéalement la totalité des établissements d'enseignement agricole, qui sont familiers de ces méthodes de travail et qui peuvent aller vers l'enseignement de la réduction ou de l'élimination des produits phyto comme des outils de travail avec les jeunes. Et donc là, on a un gros travail de capitalisation à réaliser. Voilà, cette question de comment est-ce qu'on passe du particulier au générique et de production des ressources qui seront facilement appropriables pour l'ensemble de la communauté éducative d'enseignement. Alors, les acteurs du projet. Donc ça, c'est un peu nouveau. Par contre, dans les projets qu'on a menés précédemment, il y avait essentiellement des acteurs de l'enseignement agricole. Et donc là, on est très content de compter à la fois des acteurs de l'enseignement agricole et des partenaires extérieurs, comme ça peut être le cas dans des cases d'art, par exemple, d'autres types de projets. Donc on a 4 types d'acteurs principaux. Donc nous, coordinateurs, chefs de file à la bergerie. On est là pour la coordination, l'appui, le lien avec le financeur. On prendra pas ou on pilotera également certaines actions sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, on réalisera aussi l'accompagnement pédagogique des lycées. Donc 9 EPL qui viennent, pas tout seuls, qui viennent avec leur petit collectif de travail. Donc, le conseil agricole, une structure de conseil, et puis un groupe de progrès. Ça va être un défi, un jeu, ça peut être une autre structure, mais vous venez avec un petit cortège d'agriculteurs avec vous qui ont envie de travailler sur ce projet. Et donc, les EPL vont être impliqués notamment dans la phase de construction des problèmes et puis dans la phase d'expérimentation à la fois territoriale, technique et pédagogique. Notre partenaire du développement agricole, donc c'est AFTER, qui va être mobilisé pour réaliser des diagnostics territoriaux et qui aura également un rôle à jouer dans tout ce qui sera essaimage. Et puis, on aura 2 partenaires de la recherche. J'excuse parce qu'ils ils n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Zoé Rollin de l'Université Paris-Cité nous rejoindra ce soir. Et donc, ils contribueront à la réalisation d'une enquête socio-technique sur les apprenants et les enseignants formateurs dans une moindre mesure, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et puis, on a des acteurs en second rang. Donc, parmi les EPL, dans la stratégie d'essaimage qu'on envisage,
On prévoit de recruter un deuxième cercle d'établissements, d'à peu près une vingtaine d'établissements, qui auront une implication moindre par rapport à vous qui êtes présents, mais qui auront aussi leur rôle à jouer dans cette stratégie d'essaimage. Dans l'écosystème développement agricole, j'ai mis voilà, les l'ACTA, les cellules d'animation défi Ecofito, défi ferme, défi XP, l'animation par SADA, qui nous aide vraiment pour l'identification de ressources, l'appui technique, voilà, faire le lien avec cet écosystème Ecofito aussi. Et puis peut-être ensuite voilà, dans une stratégie d'essaimage. Et donc à la fin, donc mercredi, vous aurez notamment une présentation de ces partenaires qui vous présenteront certaines ressources. Et puis, on mobilisera également des experts pour tout ce qui sera aspect appui technique. Dans la recherche également, on aura également un partenaire de recherche, enfin, un prestataire de recherche qui nous aidera pour la partie capitalisation. Donc, je vais évoquer ça ensuite. Et donc, on a Jeanne qui va vous aider après. Et puis, voilà, dans notre écosystème complet de projets, donc j'espère n'avoir pas oublié d'acteurs essentiels, mais on aura également tout ce qui est acteurs institutionnels, donc bien sûr la DGER, l'OFB, les DRAF, l'écosystème Ecofito, des référents régionaux EPA2 avec lesquels on a déjà été en contact, et puis ceux que j'ai pas mentionnés, mais avec lesquels on a déjà commencé à faire des liens, ça va être d'autres projets en fait qui peuvent avoir des similitudes avec Agir ou alors des RMT avec lesquels on va pouvoir tisser une petite cartographie des EPL et des acteurs du projet. Assez vite, mais ça vous donne un peu une idée de la localisation. L'objectif, c'est dans les EPL de niveau 2 qu'on va recruter prochainement, c'est d'avoir une plus grande répartition sur le territoire national. Sur les actions, donc pour que ce soit un petit peu plus concret, donc on va avoir en fait dans les périodes de construction de projet, en général, il faut répondre assez vite, avoir des choses qui soient assez précises. Et puis, parfois, c'est difficile de prendre le temps avec ses partenaires, de se mettre d'accord sur quoi on va travailler. Et puis, en cours de route, on se rend compte qu'il faut un peu louvoyer. Bref, là, ce qu'on a voulu, c'est vraiment que les EPL aient un temps de construction avec leurs partenaires territoriaux pour pouvoir se mettre d'accord de ce qui les préoccupe et de comment est-ce qu'on va travailler ces questions-là. C'est pour ça que là, on a une période de 6 mois pour les EPL où vous allez pouvoir travailler ces questions-là avec vos partenaires locaux. Et l'objectif, ça va être de co-construire votre problématique de travail, parce que vous avez déjà tous une idée de ce sur quoi vous voulez travailler. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment cohérent et co-construit avec vos partenaires. Et puis, une fois qu'on a ce problème, comment est-ce qu'on le traite? Quelle expérimentation on met en place? Et comment est-ce qu'on intègre les apprenants là-dedans? L'action 2, ça va être la mise en place de la démarche expérimentale, technique, pédagogique, territoriale que vous aurez définie à l'action 1. Je vais pas y revenir, c'est quelque chose que vous avez pour la plupart déjà entendu. L'action 3, l'enquête sociologique, on s'est rendu compte dans les projets précédents, notamment dans Ecofitoutaire, on a fait une enquête auprès des apprenants, qu'il y avait certains freins à l'agroécologie qui étaient techniques, mais qu'en fait, c'était pas du tout l'essentiel des freins, et qu'il y avait des freins qui étaient psychosociaux, qui étaient vraiment très importants. On s'est dit que pour ce projet qui avait quand même une ambition élargie, c'était une question à côté de laquelle il fallait pas passer. Et donc, on a demandé à une chercheuse en sociologie de réaliser une enquête auprès des apprenants, ce qui va nous permettre de faire un état des lieux des représentations des jeunes sur ces questions des produits phyto, de l'agroécologie, qui parfois sont un petit peu, peuvent être un peu sensibles. De voir en fait, l'impact qu'aura le projet, puisqu'on recueillerait les représentations en amont et puis en aval du projet. Et puis, de pouvoir
créer des outils, en fait, des outils qui vont permettre aux enseignants de traiter de ces questions-là de façon peut-être parfois un peu plus apaisée que ça peut l'être dans certaines classes. Je passe à l'action 4, capitalisation proposition de modules de formation. Donc là, on va avoir un gros travail effectivement pour capitaliser sur quoi vous allez travailler. On va très certainement aussi utiliser ce qu'on a fait dans des projets antérieurs. Parce que là, ce qu'on veut, c'est vraiment, c'est l'objectif que je citais il y a 2-3 diapos, c'est comment est-ce qu'on passe de ces situations particulières, vous allez avoir chacun dans vos établissements une situation qui vous est propre, mais comment est-ce qu'on fait pour en créer des outils qui parlent à tous. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer du particulier au générique et qu'on ait la possibilité d'avoir des modules de formation, des outils qui parlent à l'ensemble de la communauté enseignante. L'action 5, ce sera l'essaimage et la diffusion de ces modules de formation. Donc, vous avez compris, on va recruter un deuxième cercle d'établissements qui n'aura pas le même rôle que vous, mais avec lequel vous serez amené à interagir et qui auront leur propre rôle aussi. Et puis, voilà, on diffusera les formations. Action 6, pilotage et coordination, assez classique. Oui, on va enchaîner. Donc, Christian Pelletier, moi, je m'occupe plutôt des questions pédagogiques et didactiques ici à la Bergerie pour les différents projets des collègues, projets qui à la base sont plutôt techniques. Et comme le disait Fleur et comme aussi le soulignait Antoine et Marion, il y a une connexion forte qu'on va renforcer. On essaie de renforcer entre les enjeux sur le territoire, les enjeux parfois de changement de pratique, y compris dans le conseil, et aussi dans les lycées agricoles, parce qu'il y a aussi des enjeux de changement de pratique qui sont orientés par les référentiels, mais aussi par la société et puis les jeunes qui changent un peu plus vite que d'habitude. Donc, on s'est appuyé sur pas mal de travaux à la fois scientifiques du côté des sciences de l'agronomie, de la sociologie, et puis aussi du côté des sciences de l'éducation, pour dire, en fait, historiquement, il y a un lien fort entre conseiller, technicien, des fois le terme, c'est pas le même, et puis l'agriculteur. Alors, dans un temps qui existe encore, mais qui est un peu plus ancien, on était sur la distribution d'un conseil strictement technique. Et on voit bien que ça, même si c'est moins à l'ordre du jour, c'est toujours là quand même. Et que parfois, c'est pas suffisant pour faire face aux questions que se posent les agriculteurs. Est arrivé dans ces systèmes-là des pairs, d'autres agriculteurs qui discutent aussi avec leurs collègues entre eux, et le rôle du conseiller, c'est un peu autre chose aussi. Le rôle du conseiller, c'est animer ces groupes. Et les pairs et les agriculteurs, ils sont dans... On cherche à comprendre comment est-ce qu'on pourrait mieux faire. Et donc, l'idée, c'est de rester dans ce questionnement. Dans un projet, il y a pas longtemps, autour de l'eau, il y avait un animateur qui disait « Finalement, on n'a pas réussi parce qu'on n'est pas resté assez longtemps dans la question. » Donc, ça nous amène à l'idée que maintenir dans l'enquête, dans la question, les agriculteurs, c'est quelque chose de très important. C'est ce que nous dit la recherche aujourd'hui, les articles de Dionysis, Limi et autres, nous disent la question de l'enquête. Alors, l'enquête, c'est pas un questionnaire qu'on envoie. Hein. C'est une démarche profonde. C'est une démarche d'engagement. On va essayer de comprendre d'abord, mais pourquoi est-ce qu'il pense comme il pense, cet agriculteur-là? Ce qu'on a fait cette semaine dans un autre projet piloté par Catherine Chaperon chez nous, un CASDAR ASEC sur le capital sol. On est allé voir des agriculteurs pour comprendre comment ils pensent avant de savoir comment ils font. Évidemment, ça, c'est en circulation. Et donc, des choses un peu nouvelles. Et donc, le rôle entre l'agriculteur et le conseiller, c'est de l'accompagnement depuis le vécu de l'agriculteur, mais évidemment avec les interactions avec les pairs. Je pense que quand on parle de partir de questions territoriales, c'est pas uniquement ce qui se passe sur l'exploitation du lycée. C'est les questions qui se posent sur l'exploitation du lycée en connexion avec ce qui se passe sur le territoire. On s'est inspiré du CASDAR Tango, qui est Normandie, Bretagne, et qui cherche aussi à aller là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a une sphère agri-professionnelle avec un rôle important pour la recherche.
Hein. Alors, des chercheurs en sciences agronomiques, mais aussi des sociologues. À l'INRA, maintenant, il y a des sociologues depuis un bout de temps déjà. Première sphère. Et puis, on voit que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de connecter avec un autre monde, celui des apprenants, des enseignants formateurs, et puis donner une place un peu plus importante aux sciences de l'éducation et de la formation, et pour pas dire sciences de la durabilité, on va dire sciences des transitions, enfin, appelons ça comme on veut. Parce que ce qui est en lien avec les nouveaux référentiels, les référentiels rénovés, on voit bien que la question de l'enquête, elle est cruciale. Les jeunes, en gros, souvent, ils s'ennuient. Si on les met en enquête sur un sujet social qui risque de les intéresser, parce que demain, ils seront dans ce monde-là, ça change beaucoup de choses. Et donc, nous, on va accompagner des enseignants qui, des fois, le font déjà, mais sinon, on va les pousser un petit peu pour qu'ils le fassent un peu plus. Mise en enquête des apprenants quant à la durabilité, aux transitions des pratiques. C'est pas simplement aller voir des pratiques. C'est se dire en quoi ces pratiques sont ambitieuses ou moins en termes de transition, de durabilité. On appelle ça d'agroécologie, on appelle ça comme on veut. Et autour d'une question qui fait problème, mais pas une question simplement inventée dans les enseignants, qui n'existe que sur l'exploitation du lycée, qui est une question territoriale, qu'un collectif d'agriculteurs se pose, d'où les 6 premiers mois, d'où l'importance des 6 premiers mois. Vous avez déjà des idées, bien sûr. Vous partez avec un petit collectif territorial, vous avez idée de ce que vous allez faire. Par contre, on va l'affiner. Et donc, l'intérêt avec les jeunes, restitution commanditaire, et surtout démarche réflexive sur mais qu'est-ce qu'on a appris, aussi bien du côté peut-être prof, mais surtout du côté des jeunes. Et comme le disait Fleur, on va aussi lancer des enquêtes sociologiques du côté des apprenants pour comprendre mieux pourquoi ça résiste parfois, voire souvent, on va dire parfois au moins, et puis quand ça marche bien, comprendre aussi pourquoi ça résiste pas. C'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, enquête sociologique du côté des enseignants pour savoir, mais comment tu t'y prends, toi, quand ça résiste? Comment tu t'y prends? Ou comment vous y prenez? Parce que ça va venir nourrir la construction des séquences pédagogiques. Le tout, c'est ce qui se passe du côté de la sphère enseignement, formation, recherche, et évidemment, nous, c'est l'idée de connecter les deux, parce que comme on le disait en début d'intervention, les questions qui se posent sur les territoires se posent aussi dans la classe. Donc, c'est le petit dispositif qu'on met en place, qui est un peu notre boussole pour aller collecter de l'info, nourrir la construction de séquences pédagogiques, mais aussi peut-être, parce qu'on l'a vu dans d'autres projets, nourrir la réflexion dans les collectifs territoriaux. On sait que les jeunes, des fois, ils osent dire aux adultes des trucs que les profs, s'ils le disent, ça passe pas forcément bien, ou que les adultes entre eux, dans les collectifs territoriaux, n'osent pas trop se dire. Parfois. Et donc, les jeunes sont un vrai moteur pour engager des changements qui peut-être ne se feraient pas sans eux. Ça, c'est quelques résultats qu'on a d'expérience plus ancienne. Alors, vous avez des petits chiffres, là, j'arrête là-dessus, 1, 2, 3. On voit bien que le 1, c'est des façons de penser qui sont un peu anciennes, mais pas si anciennes que ça, qui ont été développées à partir des 30 Glorieuses, vraiment beaucoup. Le petit 2, c'est on essaie de faire autrement, mais c'est pas facile, parce que des fois, on retombe dans nos façons de faire anciennes. D'où l'idée du 3, c'est-à-dire empêcher de retourner en arrière, inhiber des retours dans des pratiques anciennes. Donc, il faut être en vigilance. Alors ça, c'est piqué chez Olivier Houdet, qui est un spécialiste en sciences de l'éducation, qui a posé ça il y a quelques temps, et qui, on le pense, on l'a déjà expérimenté, est assez pertinent. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Alors, pour finir, oui. C'est le terme de conseiller qui est appliqué ici. Et quelque chose que nous, on perçoit, je ne sais pas si c'est vrai partout, c'est que des conseillers, il y en a peu, voire pas. Chez nous, ils ne sont pas techniciens, ils sont TC. Ils sont technico-commerciaux. Et ce que je vois pas du tout apparaître sur le schéma qui est ici, et à mon avis, sur l'aspect éco-phyto, c'est important, c'est qu'on a des vendeurs de phyto
qui sont enfin, la séparation conseil-vente, elle n'est pas très active, en tout cas dans les pratiques. Moi, j'observe dans les territoires agricoles les plus proches de chez nous. Et on a une industrie, on a des filières, on a des incitations à l'utilisation de ces produits. Et du coup, ça vient complètement chambouler le schéma qui est indiqué. On réfléchissait tout à l'heure, quelle est la proportion chez nous d'agriculteurs qui bénéficient d'un conseil strict? C'est anecdotique, voire inexistant. Alors, je vais apporter la réponse, mais c'est intéressant la remarque d'amener ça parce que quand tu parles de ces VRP, de ces vendeurs de produits phyto, Ils sont appelés techniciens. voilà, ils sont appelés, mais ils ont une autre fonction. Enfin, ils font aussi autre chose. Quand je disais tout à l'heure que les jeunes se permettent des fois de dire des choses que quand les adultes le disent, c'est un peu compliqué, je pense qu'il y a un travail d'enquête auprès de ces populations-là, dire finalement, ces gens-là qui soi-disant font du conseil, ils font quoi? Pour que les jeunes soient d'abord conscients. Ça va pas résoudre le problème, mais déjà, un problème, quand il est mieux posé, il y a davantage de chances qu'on arrive à le mettre en travail. Parce que quand il n'est pas posé, c'est pas une question, donc on le met pas en travail. Et je pense que c'est un vrai point de blocage, ça, c'est un vrai obstacle. Et nous, on pense, dans d'autres situations, moi, j'accompagne pour moi une équipe là qui fait de la médiation territoriale avec des apprenants pour décoincer des situations de ce style-là. Et les jeunes, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont cash. Ils disent des choses sans des fois toujours se rendre compte, mais ils disent des choses. Et parfois, les adultes, ils se freinent un peu, ils n'osent pas aller sur la question parce que ça va être chaud. Et donc, le fait de venir avec des jeunes qui posent, qui renvoient des questions en disant, moi, j'ai eu une expérience avec un PNR sur une usine à Pellet, dans un PNR. Hein. Le bois venait, faisait 600 km. Ça posait absolument pas de questions au conseil scientifique du PNR. Ce sont des gamins en seconde qui leur ont dit, si vous voulez perdre votre appellation PNR, allez-y à fond dans ce projet. Juste le fait de dire ça, alors c'était travailler avec les enseignants, évidemment. Juste le fait que les jeunes disent ça, voilà, bah oui, il y a peut-être un problème finalement. Je n'apporte pas de réponse, hein, mais on sait que c'est une situation compliquée. Mais justement, le travail de 6 mois là, travailler notre question territoriale. Quelle est notre question territoriale? Ben ça peut sans doute faire partie de la question. Et se dire comment on va scoltiner ça, comment on va mettre ça dans la formation, sans que ça soit la guerre sur le territoire non plus. On ne cherche pas à faire la guerre. Mais c'est une belle question de problème. Ça pourrait être transformé en situation de problème d'apprentissage. Je vais terminer, on prendra d'autres questions après si vous en avez. Je vais juste faire un point avec vous sur la gouvernance, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué très rapidement à l'automne. Et là, je vais vous proposer un accord de consortium et puis les conventions de reversement de subventions. Et donc, il fallait qu'on formalise voilà, un certain nombre de choses pour la gouvernance. Donc, c'est quand même, enfin, Agir, c'est un projet partenarial. Donc, on est 13 partenaires. On a mis quasiment 7 mois à le construire ensemble. Donc, il y a quand même beaucoup d'allers-retours avec vous. Et donc, on a voulu que cette gouvernance, elle soit aussi partenariale. C'est ce qui se fait dans des projets du type Parsada, Casar, etc. Et donc, par rapport aux autres projets qu'on a pilotés précédemment, on voulait quelque chose qui soit plus coopératif. Donc, nous, on se positionne toujours en coordinateur chef de GIFI. Ce qu'on vous propose, c'est un comité de pilotage qui rassemble l'ensemble des partenaires. Donc ça, c'est pas tout à fait ce que je vous avais dit en septembre, mais on y a réfléchi aussi. On s'est dit que ce serait quand même important que chaque partenaire ait vraiment sa place au sein du groupe, avec un accord de consortium qui nous lie tous pour nous donner les orientations, comment est-ce qu'on veut gérer ce projet.
On invitera des acteurs clés, notamment la DGER, l'OFB, le CSO Ecofito, enfin, voilà, des acteurs qui seront importants, qui sera important d'entendre. Et puis, si besoin, aussi des experts qui auront un rôle consultatif. Et donc, ce comité de pilotage, il aura un pouvoir décisionnel et il assurera la cohérence entre l'avancement du projet et puis les attendus d'agir. Et puis, comment est-ce qu'on mène la barque pour qu'on arrive à bon port. On propose également d'avoir un codec national. Donc, le codec, ce sera une organisation qui sera beaucoup plus souple. Ce sera soit thématique, soit de suivi régulier pour tout le monde, avec seulement voilà, les personnes qui seront concernées par tel ou tel sujet. Et ce serait bien d'avoir une réunion voilà, au moins une fois par trimestre, et ça permettra aussi de conserver cet esprit partenarial tout au long du projet. Parce qu'on sait que voilà, quand on ne se voit pas physiquement très souvent, c'est beaucoup plus difficile d'échanger. Et donc, ça, ce sera l'occasion aussi d'échanger sur le projet. Et donc, ça permettra de faire des points opérationnels d'avancement assez régulièrement et si besoin, de faire des propositions d'orientation aux copies. Ensuite, vous allez avoir votre projet, donc là je parle pour les EPN en local, et donc vous allez avoir vos partenaires locaux. Donc là, on estime qu'il est nécessaire que vous teniez un codec local, ça peut être appelé copie, enfin, peu importe comment vous l'appelez. En fait, l'idée c'est que vous puissiez avoir une instance où vous vous réunissez avec vos partenaires et où vous pouvez voilà, discuter de comment est-ce qu'on avance sur le projet. Donc là, c'est vraiment laissé à votre organisation. Hein. Nous, on serait là, mais on prend invité. Et puis, par contre, ce qui paraît important, c'est ce premier semestre-là qui va être vraiment clé pour la suite du projet, c'est d'avoir une organisation assez soutenue pour que les choses s'alignent bien pour la suite. Et notre quatrième instance, ce sera un comité scientifique. Et donc là, on va réunir un collège d'experts, de chercheurs pluridisciplinaires, donc agronomie, pédagogie, sociologie, agrotoxicologie, sciences de gestion. Et ce qu'on aimerait bien aussi, c'est qu'il y ait des représentants des EPL qui soient là pour porter la voix des enseignants formateurs aussi dans cette instance. Et donc, ce sera un rôle consultatif, mais ce comité scientifique, il pourra nous apporter une certaine expertise. Il pourra participer à l'évaluation aussi continue du projet pour vérifier qu'on est bien dans la bonne direction. Et puis, nous aider à la capitalisation, faire un lien avec la recherche, participer à l'essaimage. Voilà. Donc, c'était quelque chose voilà, qui est aussi ouvert à la discussion si vous voulez en discuter. Et ce sera formalisé en accord de consortium qui vous sera soumis. Et je ne vais pas revenir sur l'intégration de la stratégie Ecofito parce que Antoine en a largement parlé. Donc, si vous avez des questions, maintenant, on a quelques minutes. Donc, pareil en ligne, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Puis, si vous avez des questions. Non, on regarde ses chaussures. Ok, s'il y a en ligne, pas de questions. Ah non. Écoutez, s'il n'y a pas de questions ou de remarques. Excuse-moi, juste une question sur la partie organisation par rapport à la. Juste une question par rapport à cette diapo sur les différents comités. Donc, il y a effectivement les EPL doivent être représentés. Bon, nous, on est à La Réunion, on est loin, c'est juste par rapport à l'organisation. Est-ce que ça pourra se faire en distanciel ou est-ce qu'il faut que tout soit en présentiel? Non, parce que pour nous, ça rajoute quand même un certain nombre de jours à notre présence ici. Non, bien sûr, tout ça, ce sera en distanciel. Alors, peut-être que le comité de pilotage, il faut peut-être qu'on en discute aussi entre nous, entre les partenaires. Peut-être qu'on pourrait le grouper avec on va avoir des séminaires nationaux tous les ans. Peut-être qu'on peut mettre un copil à ce moment-là pour qu'on soit tous ensemble. Mais sinon, tout ça, c'est de la visio, bien sûr.
Enfin, à part en local, là vous êtes à Ok, bah écoutez, merci à tous. Merci également en ligne pour votre attention.